Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir avec Alexia pour cette table ronde exceptionnelle, 1 minute 30, 1 heure 30 ensemble pour célébrer le lancement de Women by Neoma Alumni. Je suis Adeline Lenz et avec Alexia, nous appartenons à l'équipe d'animation. Bonsoir, je suis Alexia Patrinos et avant de commencer, quelques mots en fait sur Women by Neoma Alumni. Cette année, on a revu notre raison d'être, notre ambition et surtout la façon de l'incarner. Alors, comme vous avez pu le constater, notre nom, Women, est signe d'un réseau mixte de femmes et d'hommes de Neoma Alumni engagés ensemble pour agir concrètement pour l'égalité professionnelle et la gouvernance partagée et en faire une réalité dans nos entreprises. Alors ça, comment? Eh bien, en s'appuyant sur la puissance de notre réseau Neoma Alumni. Vous savez que nous sommes 75 200. Nous avons déjà au sein de Women 1545 personnes, souvent à des postes clés et dans tout type de typologie d'entreprise. Alors, imaginez notre impact si nous agissons toutes et tous ensemble et que nous partageons de bonnes pratiques. Entre alumni, bien sûr, hein, mais aussi avec les personnes qui sont toutes aussi engagées que nous dans leurs entreprises et dans leur réseau, comme le sont ce soir la moitié des participants. Et quoi de mieux, finalement, pour célébrer le lancement de ce nouveau réseau Women, que de rassembler une table ronde avec 5 leaders issus de la communauté Neoma, toutes et toutes engagées depuis de nombreuses années pour l'égalité professionnelle. Donc, un grand merci chaleureux à nos invités et tout particulièrement à Andrés Garcia Poveda qui a accepté d'être notre marraine et de nous accompagner et de nous challenger. Merci également à Jean-Marc Gallo, à Delphine Manceau, à Jean-Baptiste Santoul et à Ilan Benaïm qui vous seront présentés dans quelques instants par Valérie Lyon. Merci Valérie d'avoir accepté d'animer cette soirée. Valérie est rédactrice en chef du Pèlerin dans le groupe Bayard. Elle était avant rédactrice en chef à l'Express pour des hors-séries sur les réussites économiques et tout particulièrement Femmes et Business. Et elle a également créé une newsletter, somme toute. Chères participantes, chers participants, quelques mots sur le déroulé de cette soirée. Notre table ronde est transmise en live depuis un salon très confortable du Cité Georges V qui nous a été mis à disposition ce soir par notre partenaire Château Forme Stardust. La table ronde durera environ 60 minutes et sera suivie par 20 minutes pour répondre à vos questions. Alors nous sommes très nombreux ce soir, hein, à peu près 650, et la plateforme ne permet malheureusement pas de vous faire parler tous ensemble. Alors ce que nous vous proposons, c'est d'inscrire vos questions dans l'onglet questions et réponses, Q&R, et surtout de ne pas confondre avec l'onglet converser, dans lequel on vous mettra des liens utiles à la fin de la table ronde. Avec Adeline, nous allons collecter vos questions et les transmettre à Valérie. On vous remercie toutes et tous pour votre participation active et nous passons tout de suite la parole à Valérie sur le plateau. Merci beaucoup Adeline, merci Alexia. Pour cette soirée de lancement du réseau Women by Neoma Alumni, vous avez réuni une table ronde exceptionnelle avec 4 invités, dont 3 anciens de Neoma, et je vais les appeler les uns après les autres. Ils vont venir s'installer et me rejoindre. Andrés Garcia Poveda, qui est associé chez Spencer Stuart et présidente du conseil d'administration de Legrand. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Jean-Marc Gallo, qui est président directeur général de Veuve Clicquot. Bonsoir Jean-Marc Gallo, merci de nous rejoindre ce soir. J'appelle également Delphine Manceau, directrice générale de l'école. Bonsoir. Et enfin Jean-Baptiste Santoul, PDG de Ferrero France. Merci à tous les 4 d'être avec nous ce soir. Et nous avons aussi la chance d'avoir avec nous en visioconférence Ilan Benaïm. Bonsoir Ilan Benaïm.
Bonsoir. Bonsoir. Ilan Benaïm, vous êtes le président des alumni de Neoma, dont Adeline a rappelé que cette communauté réunit plus de 75 000 anciens de l'école. Et vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Vous avez créé votre entreprise à 24 ans. Vous n'étiez encore pas diplômé de Neoma, tout juste sorti de l'école. Vous avez cofondé VP. Anciennement venteprivée.com, VP lancé en 2000 et qui représente aujourd'hui 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont la moitié à l'international, 6 000 salariés, dont 60% de femmes. Donc, les sujets de mixité, vous les connaissez bien. Vous êtes donc associé administrateur aujourd'hui chez VP et depuis le mois de janvier, président des alumni de Neoma. Et vous êtes un grand promoteur de la diversité dans toutes ses dimensions. Et vous allez nous dire pourquoi, selon vous, la diversité est un moteur de croissance et comment vous l'avez même démontré dans l'entreprise que vous avez créée. Alors, si vous permettez, deux petites choses. Je ne suis pas dans mon lit, hein, c'est juste une banquette très très large qui est derrière moi parce qu'on m'a déjà fait la remarque et je suis confortablement en sécurité à la campagne. Je voulais commencer d'abord par féliciter Alexia et Adeline pour ce qu'elles ont réussi à faire. C'est un super projet et on est très très fiers qu'elles aient voulu et décidé de le loger au sein du réseau de Neoma Alumni. On est vraiment extrêmement impressionnés par la vitesse à laquelle elles ont réussi à monter ça. Donc, moi, je voulais les féliciter encore une fois et de m'avoir invité, absolument, parce que je trouve que ce sont des débats passionnants dans les entreprises. Alors, pourquoi je suis un promoteur de la diversité? D'abord, ça commence par mon histoire personnelle. J'ai un père qui est juif marocain, ma mère est catholique autrichienne. Je suis né à Paris et j'ai grandi pendant 18 ans au Maroc, entouré d'amis musulmans. Donc, la mixité et la diversité, c'est quelque chose qui a toujours été autour de moi et qui m'a toujours défini. D'accord? Donc, j'ai jamais été rejeté, jamais, mais au contraire, je me suis toujours senti beaucoup plus riche de par cette diversité. Donc, moi, la diversité, pour moi, est un vrai moteur de croissance. Si vous voyez le board de VP qui est à moitié féminin, je vous garantis que c'est clairement un moteur de croissance d'avoir des avis partagés, des avis différents et promouvoir la diversité. Chez André, on a plus de 80 nationalités, je crois, est une force, est une chance et c'est pour ça que moi, je m'engage beaucoup dans cette voie-là pour promouvoir la diversité. Et vous disiez justement que vous étiez ravi que Women by Neoma se soit logé au sein de la grande association des alumni, parce que vous prônez aussi la mixité et vous m'avez dit, finalement, ce combat ne doit pas être qu'un combat de femmes. Il faut embarquer les hommes. Pourquoi c'est important et comment on le fait? Je pense que de toute façon, dans tout travail, pour arriver à une certaine efficacité, il faut travailler de façon concertée. Les guerres de tranchées, moi, c'est pas trop ma façon de voir. Moi, j'ai toujours travaillé en concertation et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent aider. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent promouvoir cette diversité et le positionnement de woman, et ne serait-ce que le nom woman est vraiment met ça au cœur de son action et je trouve ça parfaitement aligné avec ce que je pense et ce que je crois. Le thème de notre table ronde, c'est l'égalité professionnelle. Oui, mais comment? Est-ce que ce sujet d'égalité, c'est cette égalité qu'il faut poursuivre ou c'est autre chose? Qu'est-ce qu'on cherche finalement? On cherche l'égalité parfaite ou on cherche autre chose, un équilibre? Oui, je pense qu'on est en 2021. Il y a encore des combats d'égalité à mener, surtout dans certaines structures. Clairement, moi, ma structure est plutôt jeune. On l'a créée il y a une vingtaine d'années. Donc, par définition, l'égalité était ancrée dans notre ADN. Je pense que le sujet principal aujourd'hui qu'on a, quand on veut faire la diversité, c'est de l'équité. C'est-à-dire qu'à compétences égales, est-ce qu'on a les mêmes chances? Et l'équité aujourd'hui, elle ne peut se promouvoir que par le réseau. Moi, si je suis arrivé là où je suis dans ma carrière, c'est qu'on m'a aidé. Il y a des gens au-dessus qui m'ont aidé, qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi et qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Donc aujourd'hui, moi, je suis un peu dans une position de give back qui est complètement naturelle et de promouvoir cette équité. L'équité, c'est une fois qu'on a dépassé le stade de l'égalité, c'est à compétence égale au poste égal. Et donc, quel rôle peut jouer un réseau d'anciens
comme Neoma Alumni pour justement faire progresser cette équité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous vos membres pour qu'ils s'engagent finalement personnellement pour faire progresser cette équité? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un réseau de 75 000 anciens, mais il y a également plus de 650 bénévoles qui travaillent pratiquement quotidiennement pour animer le réseau. Aujourd'hui, une des plus grosses volontés qu'on a avec ce nouveau mandat qu'on m'a confié, c'est vraiment de faire que ce réseau ne soit pas juste un réseau d'anciens, mais soit un réseau d'entraide, un vrai réseau de confiance, qui soit un tiers de confiance pour permettre aux gens de faire plus de business. On a fait une école de commerce, donc à un moment, on ne va pas commencer à essayer de promouvoir autre chose. On veut faire plus de commerce ensemble et on va animer, toutes nos communautés vont être orientées vers ce but-là aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez puissant ce qu'on essaye de faire et évidemment qu'on sera là pour aider Women, par exemple. Et tendre la main aux femmes qui en auraient besoin pour avoir les mêmes opportunités que les hommes. Ils le souhaitent. Attention, hein, c'est pas. Il y a des femmes qui sont demandeuses et elles savent que maintenant il y a des gens qui sont là et qui écoutent et qui sont là pour faire du give back, pour rendre ce qu'ils ont reçu à l'époque. Vous savez, il y a énormément d'hommes qui sont là où ils sont grâce au réseau. Et certaines femmes ne le réalisent pas. Et quand je leur explique que c'est possible et qu'on peut former un réseau pour monter tout en haut, ça arrive et ça marche. Je suis marocain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai grandi au Maroc, c'est mon pays, et j'aide aussi des associations sur place, justement, à expliquer aux femmes que c'est possible d'arriver dans un comité de direction, que c'est possible d'être au board d'une grande entreprise, même si elle est marocaine et qu'il n'y a que 30% des femmes qui y travaillent. Merci beaucoup, Ilan Benaïm. Nous reviendrons vers vous à l'issue de la discussion avec les 4 intervenants de la table ronde. Et avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, on va peut-être poser quand même le cadre, parce que pourquoi en 2021 encore faire une table ronde sur l'égalité professionnelle? Certains pourraient penser que le sujet est déjà épuisé. Je vais juste vous livrer quelques chiffres sur un état des lieux en France. En France, plus de la moitié des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes. Mais les femmes ne représentent que 42% de la population cadre et seulement 20% des membres des comités exécutifs et des comités de direction des entreprises du SBF 120. Les femmes salariées du secteur privé gagnent en moyenne 16,8% de moins que les hommes pour un poste à temps complet. Ce sont les derniers chiffres de l'INSEE. La crise sanitaire a également accentué les inégalités et selon le rapport annuel du Forum économique de Davos consacré aux inégalités de genre qui est paru il y a quelques jours, il faudra plus de 135 ans pour atteindre la parité au niveau mondial et nous avons perdu 36 années par rapport à l'an dernier, donc une année de crise sanitaire nous a fait reculer de 36 ans. Et enfin, pour terminer, c'est probablement un sujet que nous évoquerons avec nos invités, les femmes ont, durant cette crise, davantage perdu leur emploi que les hommes. On a vu un déclin des embauches de femmes au poste de direction et surtout, sur 8 secteurs incarnant les emplois de demain, seulement 2 ont atteint la parité. Donc, on voit que la marge de progression est encore importante. Andrés Garcia Poveda, vous êtes donc la marraine du réseau Women by Neoma. Vous êtes d'origine espagnole. Vous êtes venue en France étudier à Reims à l'âge de 17 ans, dans le cadre d'un partenariat de votre école avec ICAD. À Madrid. Et donc, c'est forte d'un double diplôme et d'une double langue, d'un bilinguisme parfait, que vous avez démarré votre carrière dans le consulting, au Boston Consulting Group, d'abord à Madrid, puis à Paris. Et puis en 2008, vous avez opéré un virage assez audacieux, puisque vous avez quitté le consulting pour le métier de la chasse de tête. Vous avez rejoint Stuart Spencer à Paris. Vous avez ensuite pris la direction du bureau parisien, puis pris la direction de la région Europe pendant 3 ans avant de devenir membre du Conseil de surveillance mondiale. Et depuis juillet 2020, vous êtes présidente du conseil d'administration du groupe Legrand. Vous êtes avec Sophie Bellon chez Sodexo, l'une des 2 seules femmes qui préside un conseil d'administration d'une société du CAC 40. Donc, j'imagine que quand je vais vous demander à quel moment vous avez éprouvé ou rencontré la question de l'inégalité professionnelle femmes-hommes dans votre carrière, cela a dû survenir à plusieurs reprises et peut-être plus vite qu'on l'imagine.
Tout à fait. Merci beaucoup et merci de nous avoir invités. Et bravo, je me joins à Ilan dans cette reconnaissance parce que c'est une initiative formidable et les chiffres que vous avez partagés avec nous montrent bien qu'on a encore un petit peu de travail. Hein, donc, euh, oui, l'histoire de ma vie a été un peu une histoire de minorité. C'est-à-dire que dès la sortie d'école, ce n'était pas le cas à l'école, puisqu'en fait, déjà à l'époque, à Neoma, on était à peu près la moitié ou un peu plus de la moitié de femmes. Mais en arrivant au BCG, j'ai assez vite compris que les femmes n'étaient pas en majorité. Et est-ce que le ressenti était de devoir faire 3 fois plus pour pouvoir y arriver? Non, parce que c'était une entreprise, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, même si j'étais à chaque fois dans des environnements qui étaient plutôt des environnements très masculins, c'était aussi des environnements extrêmement méritocratiques. Et ça faisait toute la différence parce qu'en fait, on avait vraiment, pour revenir à la question de l'équité, une chance de se montrer tel qu'on était et de progresser au même rythme que nos camarades masculins sans que jamais ce soit un problème. Vous voulez dire que les opportunités finalement étaient les mêmes, offertes étaient les mêmes. aux femmes qu'aux hommes? Il fallait les saisir et il fallait travailler dur. Après, les choses se compliquent un peu plus lorsqu'on arrive à l'âge où on a des enfants. Parce que forcément, si déjà, il faut quand même qu'on s'absente pendant le congé de maternité pour avoir nos enfants, mais on peut avoir aussi des moments dans la vie où on doit faire des choix d'équilibre et qui, en fait, nous mettent, entre guillemets, en retard par rapport à des camarades masculins qui n'ont pas le même sujet à gérer. Donc ça, je l'ai vécu. Et je l'ai vécu avec une certaine sérénité parce que j'ai eu la chance de toujours avoir de très bons mentors qui m'ont accompagnée et jamais eu la sensation de devoir prouver 2 fois pour y arriver. Mais c'est une réalité. Et donc, je pense que quand on est une femme et qu'on veut construire une carrière, une vie familiale, avoir des enfants, il faut être assez détendu sur la question parce qu'il y a un moment dans notre vie où on aura des choix à faire. Et moi, j'ai eu aussi des choix à faire assez importants. Un moment de ma vie où j'ai 3 enfants, l'une des 3 a des problèmes assez sérieux puisqu'elle est née avec un handicap assez lourd. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai eu cette nouvelle, ça a été d'aller voir mon patron de l'époque au BCG pour donner ma lettre de démission. Et en fait, il a fait ce que j'attendrais de n'importe quel patron. Il l'a refusé. Et il m'a dit, non, tu ne partiras pas, tu ne quitteras pas l'entreprise, on va te donner un leave of absence. Tu vas faire ce qu'il faut, tu vas investir le temps nécessaire pour remettre tout ça d'équerre, pour peut-être construire une vie différente pendant un certain temps et tu reviendras. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense que il y a des moments comme ça clés dans une vie professionnelle, dans une carrière, il y a des moments clés et des personnes clés. Et en fait, si à ce moment-là, sa réponse n'avait pas été celle-là, on ne serait pas aujourd'hui en train de se parler parce que je ne serais pas dans cette salle. Je serais ailleurs, peut-être avec une autre vie fantastique, mais en tout cas pas celle que j'ai eue. Il vous a permis d'une certaine façon de ne pas avoir une carrière linéaire, de mettre entre parenthèses votre carrière et ensuite de la poursuivre, Exactement. De rebondir et ensuite, comme on l'a dit, même de relever un défi puisque de changer de métier. En fait, en passant du consulting à la chasse de tête, un métier dans lequel, qui n'était pas votre métier principal. Non, ça ne l'était pas. Mais j'étais déjà très intéressée par la question de la personne et la question du talent. J'ai assez vite compris qu'on pouvait... le secret pour améliorer la performance des entreprises, c'était surtout d'avoir les bonnes personnes dans les bons postes. Et c'est quelque chose qui me paraissait absolument essentiel. Donc, j'avais envie de trouver une plateforme pour avoir ce levier, pour influencer en fait ce qui se passait dans la vie des entreprises et y apporter plus de talent, mais aussi plus de diversité, d'inclusion. Moi, je crois fermement que plus de diversité on mène à plus de performance. Je n'ai absolument aucun doute sur la question. Je l'ai observé, je l'ai vécu dans les endroits où j'ai travaillé, dans les conseils d'administration dans lesquels je siège aujourd'hui. Et donc, c'était une façon pour moi de pouvoir contribuer à ça et d'avoir un peu un effet papillon sur toutes les sociétés avec lesquelles je travaillais. Jean-Marc Gallo, vous êtes depuis 2014 le PDG de Veuve Clicquot, une maison plus que bicentenaire, dirigée par une femme au XVIIIe siècle. C'était pas banal à l'époque. Aujourd'hui, un peu plus de 2300 salariés et 1,3 milliard de chiffre d'affaires.
Oui, c'est un peu excessif, mais bon, c'est pas grave, on parle pas de chiffres chez LVMH. Bon, vous travaillez depuis 30 ans dans des maisons de luxe, Oui. et donc dans un univers aussi relativement féminin, enfin en général, en termes de salariés. Votre parcours est impressionnant, Cartier, Christophe, Ferragamo, avant de rejoindre le groupe LVMH en 2003 comme président de Louis Vuitton Amérique du Nord, puis Europe, et vous avez aussi dirigé Ruinart, Fendi, travaillé pour Moet Hennessy, enfin un palmarès vraiment impressionnant, comme je le disais. Vous avez, je crois, 2 enfants? J'en ai 4. 4, pardon. Oh, alors, je suis désolée bien. pour les 2 autres que j'ai oubliés. 3 garçons et j'ai persévéré pour avoir la petite Donc, fille. vous en la avez petite princesse. 4. Et alors, comment est-ce que vous avez vécu votre paternité dans votre carrière, tiens, par rapport à André Less qui nous a raconté comment ça avait pu, à un moment, effectivement, l'amener à un choix crucial. Alors, au risque peut-être de vous surprendre, en l'occurrence, quand j'écoute André Less qui disait qu'elle avait commencé dans un milieu très masculin, c'est vrai que j'ai toujours baigné dans un milieu professionnel très féminin. On va dire quand même que le monde du luxe a une capacité d'attraction, en particulier pour les jeunes femmes, très fort. Donc, c'est vrai que j'avais pas, je réponds à votre question tout de suite sur la paternité, je n'avais pas ce sentiment de la double vitesse des traitements hommes-femmes, pour être tout à fait honnête. Et quand je vous l'ai dit, ça va peut-être un peu surprendre pour la tribune qui nous occupe aujourd'hui, mais c'est réellement quelque chose que j'ai vécu. Et au titre de la paternité, au risque aussi de vous surprendre, j'adore les bébés. Donc, en fait, j'étais un père extrêmement présent. Là, j'ai eu la chance d'être grand-père depuis 2 mois et je peux vous dire que j'ai passé le dernier week-end avec le bébé pendant 3 nuits, à lui donner son biberon, à le changer. Donc, je pense beaucoup au fait que c'est une affaire très personnelle et que c'est une affaire, en fait, où, comme l'a très bien dit Ilan tout à l'heure, il s'agit en fait que ce qui se passe dans la société en général se retrouve dans le monde de l'entreprise. C'est ça notre enjeu majeur, c'est que les gens vivent dans l'entreprise comme ils sont dans la société et que les entreprises soient le miroir de ce qui se passe dans la société. Alors, il se trouve que j'étais pas tellement sensibilisé à ces sujets dans un premier temps. Ensuite, j'ai rejoint le groupe LVMH où là, il y a depuis de nombreuses années, plus de 10 ans, LVMH qui travaille sur ces sujets de diversité et d'équilibre dans les conseils, dans les comités de direction, dans les équipes. Et puis, étant maintenant chez Veuve Clicquot depuis 7 ans, il y a une femme dont l'esprit rôde chez Veuve Clicquot, qui est cette femme incroyable, puisque en 1805, et je vais le faire très bref, elle perd son mari, et en France, en 1805, on n'avait pas le droit de diriger une entreprise si on était une femme, sauf si c'était une entreprise familiale et qu'on était veuve. Mais son beau-père et toute la profession ont tout fait pour la décourager de reprendre les rênes de la maison Veuve Clicquot, Clicquot à l'époque. Et elle l'a fait, mais avec une détermination, une audace, une ambition qui fait que c'est peut-être la première femme chef d'entreprise en France. Donc oui, aujourd'hui, en tant que dirigeant de la maison Veuve Clicquot, je suis extrêmement nourri et investi non seulement au sein de mon entreprise, mais par le prix de la femme d'affaires, dont on va fêter les 50 ans l'année prochaine, et où on a mis en avant des femmes extraordinaires. La dernière étant la présidente Julie Lévy de Oh My Cream, qui est donc en titre, entre guillemets. Et puis, on a eu des Céline Lazorte, on a eu des Alice Zaguri dans les dernières années, on a eu des femmes qui montrent qu'aujourd'hui, pour une femme, on peut y arriver. On a lancé un baromètre, le baromètre Veuve Clicquot, et qui nous indique seulement qu'en fait, les femmes, elles avouent qu'elles ont besoin d'avoir des rôles modèles. 91% des femmes en France qui veulent créer une entreprise souhaitent avoir des rôles modèles et seulement 12% d'entre elles, André Less, on a besoin de toi et de plein d'autres, peuvent citer le nom d'une femme dirigeante en France aujourd'hui. Et quand elles citent une femme, c'est Anne Lauvergeon, c'est Francine Gomez ou c'est Liliane Bettencourt. Donc on a un vrai souci. C'est qu'il faut absolument que l'initiative, comme l'a très bien dit Ilan tout à l'heure, de Women, mette en avant les femmes, non seulement les femmes au sein de l'entreprise, mais les femmes entrepreneurs. C'est ça qui est le plus important. On a un souci de visibilité, de mettre en visibilité. Ça fera probablement partie des outils dont on va parler tout à l'heure pour justement améliorer cette question de l'égalité. Parce que la visibilité, enfin ces femmes, vous le disiez très justement, et André Less le disait très justement, déjà quand vous étiez à l'école, et ce n'était pas il y a si longtemps, mais c'était déjà la moitié de filles parmi les promotions. Delphine Manceau, donc vous dirigez depuis 3 ans et demi Neoma Business School, et vous êtes l'une des rares femmes à la tête d'une grande école de commerce en France. Donc j'ai regardé
regarder d'un petit peu près, vous êtes 4 femmes DG d'école dans le top 10. Et si on prend sur les 37 plus grandes, vous êtes 10. Bon, enfin, c'est quand même pas extraordinaire. C'est elle qui a la meilleure progression, en tout cas, des écoles. Et on parle d'écoles de commerce où, effectivement, la population étudiante est mixte aujourd'hui. Donc, on part d'un terreau qui est mixte. Alors, vous êtes diplômée, vous êtes la seule ici qui n'êtes pas diplômée de Neoma, finalement. Il faut bien, on ne peut pas être parfait. Hein. Donc, vous êtes diplômée de l'ESCP et d'HEC, vous êtes une spécialiste de l'innovation et du marketing. Vous avez commencé une carrière d'enseignante-chercheuse à l'ESCP avant de prendre des responsabilités pédagogiques. D'abord, le programme Grande École, puis l'ensemble des programmes diplômants, et enfin, l'offre corporate. Et puis, en 2016, vous avez pris la tangente, si je puis dire, en partant diriger l'European Business School, une école de commerce, une plus petite école de commerce. Vous êtes restée 18 mois avant d'être chassée et nommée directrice générale de Neoma. Donc 9000 étudiants, à peu près la moitié de filles et de garçons, 170 enseignants-chercheurs, et là aussi un équilibre plutôt satisfaisant, puisque vous êtes dans le corps professoral à 55% d'hommes, 45% de femmes, et vous êtes probablement une des écoles de commerce les mieux placées de ce point de vue-là, parce que rappelons-le, à HEC, seulement 22% de femmes dans le corps professoral, 38% à l'ESCP, votre école d'origine. Donc vous, l'inégalité professionnelle, vous avez dû l'expérimenter aussi, contre toute attente finalement, parce que partant d'un milieu très mixte et en progressant, finalement, vous êtes petit à petit devenue l'une des rares femmes dans votre environnement. Oui, le monde de l'enseignement supérieur, et notamment des écoles de commerce, ça incarne assez bien le plafond de verre. En fait, il y a beaucoup de femmes. D'abord, dans les postes administratifs, il y a une très grande majorité de femmes. Dans le corps professoral, on l'a dit, c'est variable, mais voilà, au niveau international, il y a une très grande inégalité. Il y a certaines écoles très renommées à l'international où il y a 10% de femmes parmi les professeurs. Et puis, effectivement, quand on progresse jusqu'au niveau du DIN ou du DG, il y a de moins en moins de femmes. Alors, beaucoup de progrès ont été faits. Effectivement, dans le top 10, aujourd'hui, on est 4, ce qui est exceptionnel et ce qui est très récent. Ce qu'il faut avoir, et je pense que c'est très important pour nos étudiantes, parce que moi, je considère que mon job aussi sur ce sujet-là, c'est de donner confiance et de donner envie aux jeunes femmes. On l'a dit, quand elles rentrent à l'école, on est à moitié-moitié. Les jeunes femmes qui nous rejoignent souvent ont un sentiment de parité, elles n'ont pas du tout souffert dans leurs études. Et quand elles sortent, au niveau de la conférence des grandes écoles, des écoles de management, à la sortie, donc avant les enfants, avant tout ça, on a déjà 15% d'écart de salaire à la sortie entre les femmes et les hommes. Et donc, c'est un constat d'échec absolu, si vous voulez, pour notre milieu. Alors, à Neoma, c'est mieux. Il n'y a que 9% d'écart entre les diplômés garçons et les diplômés filles à la sortie, mais c'est 9% de trop. Alors, il y a des raisons, notamment, on aura peut-être l'occasion d'en parler, les choix de métier, en fait, c'est pas lié aux écarts pour un même job, parce que, mais c'est les choix des filières, c'est-à-dire que les garçons, dans leur majorité, choisissent des métiers dans la finance, par exemple, qui sont plus rémunérés, et les jeunes filles, dans leur majorité, choisissent des métiers de communication, de marketing. Alors, je peux vous assurer que c'est une lutte au quotidien, parce qu'on essaie vraiment de les convaincre qu'il faut aussi aller dans des filières où peut-être elles ou ils, d'ailleurs, seront en minorité et qui feront ou elles feront des très belles carrières. On fait aussi des ateliers pour les étudiantes, pour les aider à mieux négocier leur salaire, parce qu'on sait aussi qu'elles négocient moins. Mais voilà, pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Et vous le disiez, dans le marketing aujourd'hui, c'est encore 80% à peu près de filles, 20% de garçons, et c'est la proportion inverse en finance. Donc là, une sorte effectivement de constat d'échec au moment de l'éducation, justement, enfin de l'enseignement supérieur, qu'on n'arrive pas à dépasser. Parce qu'on ne progresse pas sur ces sujets. On parle de la finance, il faut aussi parler de l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il y a une très grande majorité de garçons également. Et c'est vrai que je pense qu'il y a plusieurs phénomènes, mais le phénomène clé, c'est les rôles modèles dont on parlait. C'est-à-dire que comme les étudiantes voient des directrices marketing emblématiques, elles se disent là, je vais y arriver, ça me fait envie. Et puis les garçons voient plus des hommes peut-être dans les métiers de la finance ou des hommes entrepreneurs. On voit bien, on a peu de femmes
entrepreneurs qui sont emblématiques. Donc, c'est un sujet, voilà, je le mets sur la table et de l'aide de Neoma Alumni et de tous les gens qui m'entourent, c'est un combat quotidien. On s'y attelle, mais c'est difficile. Alors, cette dimension genrée des métiers, Jean-Baptiste Santoul, vous avez dû l'éprouver dans le secteur de la grande consommation, dans lequel vous travaillez depuis que vous êtes sorti de l'école, puisque vous avez fait toute votre carrière dans la grande consommation, notamment chez Henkel. Vous avez occupé de nombreux postes de direction en France et à l'étranger, en Tunisie, en Allemagne, dans le Benelux. Et puis, vous avez rejoint Ferrero France depuis bientôt 4 ans. Vous êtes PDG de Ferrero France. On n'a pas besoin de présenter Ferrero, tout le monde connaît Nutella, je crois. Et donc, et pas que. Et pas que, mais c'est un des produits phares. Vous gérez 1400 salariés en France, 2 usines en Normandie et un chiffre d'affaires d'un peu plus d'1 milliard d'euros aussi, 1,3 milliard d'euros, je crois. Et vous avez 32% de femmes parmi vos managers. Donc, on est aussi dans un secteur dans lequel vous devez observer cette dimension genrée des métiers. Est-ce que pour vous, c'est effectivement un défi d'avoir une plus grande mixité dans les métiers qui sont les vôtres? Alors écoutez, déjà pour moi, la diversité, c'est la vie. Je vais le dire tout simplement en démarrage. C'est aussi pour ça que j'ai tout de suite accepté de parler de ce sujet qui est hyper important. J'entendais Ilan parler de ses origines. J'ai pas les mêmes origines, mais moi aussi, j'ai des origines extrêmement diverses. Et je pense que cette diversité, on l'a au démarrage en tant qu'être humain, et elle est favorisée par l'éducation, par la culture. Et donc, la diversité, pour moi, c'est le résultat d'une éducation. Donc, c'est aussi vachement important qu'on parle avec toi, Delphine, puisque je suis persuadé que les écoles, depuis le plus jeune âge, mais aussi dans l'enseignement supérieur, ont un rôle essentiel. Cette diversité, moi, je l'ai vécue dès le démarrage de ma carrière professionnelle. Tu parlais du marketing, métier féminin, ça doit être mon côté féminin. J'ai commencé dans le marketing et j'ai adoré ce métier. Voilà, ça fait quelques années que j'en fais plus officiellement, mais je continue à en faire beaucoup. Et j'ai commencé avec effectivement des boss qui étaient des femmes systématiquement, avec un certain retard d'ailleurs aussi, puisque à mon époque il fallait faire un service militaire. Moi, j'en ai pris pour 1 an et demi. Et je suis arrivé, et finalement, ma première boss était une femme qui avait le même âge que moi, qui était sortie de l'école en même temps que moi, sauf qu'elle avait pris 1 an et demi, 2 ans d'avance. Bon, ce qui n'est pas grave d'ailleurs en soi. La vie fait qu'après, chacun a sa chance. Tu disais aussi, les opportunités sont là, il faut savoir les saisir, il faut avoir envie de les saisir. Peut-être que les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes envies, les mêmes possibilités à l'instant T dans leur vie, c'est une réalité. Mais je pense qu'en étant conscient de tout ça, quand on est à la tête d'un comité de direction ou d'un conseil d'administration, on a une responsabilité effectivement, c'est de faire en sorte que cette notion de diversité, elle reste essentielle parce que c'est elle qui apporte la performance. Moi, je ne cherche jamais à recruter des collaborateurs qui me ressemblent. Alors, si de temps en temps ils me ressemblent, ce n'est pas désagréable, mais en tout cas, je cherche d'abord à recruter des collaborateurs, des collaboratrices qui sont performants et qui vont apporter quelque chose à l'équipe. Cette notion d'équipe, elle est essentielle. Et c'est là que la diversité a une valeur énorme. On n'est pas chacun pour soi dans l'entreprise, on est tous au service de l'entreprise. Et à partir du moment où on comprend ça d'ailleurs, et à partir du moment où on a les bons profils, la bonne diversité, la bonne complémentarité, on gagne. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. J'ai rarement vu une bonne équipe qui perdait. Et une bonne équipe, elle est diverse. La créativité dans le recrutement, c'est un élément important. Le recrutement, c'est votre métier, Andrés Garcia Poveda, un de vos métiers. Vous avez néanmoins, vous avez eu un mot assez fort quand on a préparé ensemble cette rencontre de ce soir. À propos de votre poste chez Legrand, vous avez dit, oui, je suis une femme quota et je suis fière d'être une femme quota. Alors, exact. On va arriver justement sur les outils. Je ne sais pas si je suis fière, je suis en tout cas fière de présider cette très très belle entreprise, mais j'assume pleinement, en tout cas, le fait d'être une femme quota. Les quotas représentent donc un outil utile pour arriver à cette Je vais y venir. Moi, j'ai passé le plus clair de ma vie professionnelle en étant radicalement contre les quotas. Parce que
je trouvais, ayant expérimenté plutôt des environnements méritocratiques et des endroits qui étaient très bienveillants et ayant eu beaucoup d'opportunités, je trouvais que c'était quelque chose qui me gênait profondément parce que je trouvais que c'était presque offensif d'avoir besoin d'en arriver là pour permettre quelque chose qui moi, me semblait totalement normal et naturel, parce que je pense exactement comme vous depuis toute petite, et j'ai eu la chance de grandir dans une famille où personne ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'on faisait en fonction de notre genre. Bon. Il se trouve que j'aime toujours pas les comptables, mais j'aime ce qu'ils font. Et en tout cas, j'aime ce qu'ils font sur le plan des conseils d'administration. Après, on pourra discuter des COMEX parce que je pense que les situations sont quand même assez différentes. La loi Copé-Zimmermann a permis d'avancer d'une façon absolument extraordinaire. On n'aurait jamais réussi à avoir 45% de femmes dans les conseils de sociétés cotées en France sans cette loi. Il faut bien le reconnaître. Et ça a changé beaucoup de choses autour des tables de conseil, pas seulement sur le genre, mais sur tous les types de diversité. Parce que tout d'un coup, les chairmans qui étaient tous des hommes à l'époque, étaient absolument obligés de regarder le marché, de se poser la question de quelles sont les compétences complémentaires. Puisque je dois incorporer de nouveaux administrateurs qui seront des femmes, qu'est-ce que je vais aller chercher comme compétences? Et on a vu arriver dans les conseils d'administration des personnes qui venaient avec des compétences digitales, des personnes qui venaient avec des compétences RH, des personnes qui étaient aussi plus jeunes. Les conseils d'administration ont rajeuni depuis l'arrivée des femmes, depuis 5 ans. On a perdu 2 ou 3 ans d'âge en moyenne. Donc, il y a eu beaucoup plus de profils étrangers aussi, non français, qui ont apporté énormément de perspectives, des expériences sectorielles aussi plus diversifiées. Beaucoup moins de cumul de mandats. Donc, tout ça, ce sont des éléments de diversité au pluriel qui sont arrivés de la main de la diversité de genre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit une gouvernance en France qui est assez en avance par rapport à plein d'autres pays sur ces plans-là, et non seulement sur le pourcentage de femmes, mais aussi sur le pourcentage d'étrangers, aussi sur le pourcentage de mélange de générations, et aussi sur le pourcentage de différentes expériences sectorielles par rapport au secteur de référence. Donc tout ça, c'est très bien. Maintenant, le problème, ou disons l'avantage d'avoir fait ça dans le monde des conseils d'administration, c'est que quand la décision a été prise, on avait tellement de retard qu'on pouvait aller puiser sur un pool de candidates qui traversait plusieurs générations et qui était donc très important en nombre. Le vivier était là. Le vivier était là, bien sûr qu'il était là. Il n'était pas assez visible, il n'était pas assez identifié, il n'était pas assez travaillé. Il y avait beaucoup de femmes aussi qui ne se posaient pas la question de se porter candidate pour ces choses-là, et on reviendra sur la question du oser, qui est très très importante, me semble-t-il, parce qu'effectivement, elle négocie moins et elle demande plus, mais est-ce que je suis bien faite pour ce job? Ça, c'est quelque chose que l'on voit chez les femmes, on le voit beaucoup moins chez des candidats masculins. Là, je parle avec ma casquette de recruteuse. Donc, le vivier était là. Et donc, il s'agissait simplement d'aller à la rencontre de ces candidates et de les identifier, de bien les orienter pour qu'elles soient dans des endroits où elles puissent ajouter de la valeur et ensuite les faire grandir. Ce que vous dites, c'est que ça va être plus difficile pour les comités exécutifs et les comités de direction. Je le pense, parce qu'on cumule tout ce retard et qu'on peut pas faire fi d'un système méritocratique, on ne peut pas faire fi de ces sujets-là. Ne serait-ce que parce qu'en plus, ce n'est pas équitable pour les hommes. Qu'est-ce qu'on va expliquer aux hommes de 35 ans hyper performants qui sont prêts pour rentrer à un COMEX et qui vont pas obtenir ce poste parce que à un moment donné on a moi en tant que femme j'aimerais pas me trouver dans une situation comme ça. Mais est-ce que j'ai un avenir aussi rose que ma petite voisine mais en revanche des quotas immédiats il me semble difficile à tenir, mais on ne peut pas rien faire. Parce que si on laisse juste, en fait, organiquement le sujet progresser au rythme auquel il progresse, on y sera encore dans 150 ans, comme vous disiez tout à l'heure. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut fixer des objectifs qui seront forcément différents par secteur, qui seront forcément différents par entreprise. Ce n'est pas du tout pareil d'un secteur à l'autre, la capacité que l'on a à faire grandir des profils dans l'entreprise, mais pas seulement des profils de femmes ou d'hommes, des profils de jeunes ou des profils d'ingénieurs ou des profils de... Enfin, c'est toute la diversité qui est en fait, les équilibres sont différents selon l'endroit où on se trouve. C'est toujours contextuel. Donc, mettre un quota
qui pourrait être applicable à tous les secteurs. Comme on l'a fait pour les conseils Voilà, d'administration, on fonctionne quelle que soit l'entreprise. sans regarder leur taille, sans regarder leur origine, sans regarder le point de départ de leurs employés. Ça me paraît difficile. Et je pense que ça peut mener à des résultats qui ne sont pas forcément optimaux, y compris pour les femmes. Et ça peut peut-être même être contre-productif, vous le disiez, parce que des hommes peuvent s'inquiéter. Alors justement, nous avons 2 dirigeants ici dont j'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent des quotas et qui ont quand même pas mal performé sur leur CODIR, parce que Jean-Marc Gallo, quand vous êtes arrivé chez Veuve Clicquot, il y avait 1 femme, 7 hommes au CODIR. Aujourd'hui, vous êtes 5 hommes et 3 femmes, hein, donc 4 ans après, donc vous avez quand même bien progressé. Et Jean-Baptiste Santoul, quand vous êtes arrivé en 2017 chez Ferrero, il y avait 26% de femmes, hein, donc un quart de femmes au CODIR, et aujourd'hui 40%. Donc j'aimerais bien savoir comment vous y êtes parvenus, l'un et l'autre, et si les quotas ne sont pas un outil, qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil ou comme levier pour introduire davantage de mixité dans votre comité de direction? Jean-Marc Gallo, Jean-Baptiste Santoul. Écoute, déjà, c'est sans quota. Puisque le quota me gêne aussi, mais pour les raisons que tu as énoncées, même si je reconnais que bon, ça a quand même un effet positif. Donc c'est sans quota et donc sans aucune discrimination. Hein. Par contre, la performance, c'est la clé du système. La méritocratie, c'est la clé du système. Et cette recherche permanente du ou de la meilleure pour tel ou tel job, parce qu'il faut trouver la bonne personne au bon endroit. Moi, ça m'a fait renouveler, grosso modo, en 4 ans, tout mon comité de direction. Alors, certains ont changé de job, d'autres sont partis parce que promotion, d'autres sont partis de l'entreprise, d'autres sont arrivés. Et grosso modo, on a créé, je dis on parce qu'on ne fait jamais ça tout seul, hein, on fait ça avec les autres, puisqu'il y a une alchimie. Et j'ai tendance d'ailleurs, quand je recrute quelqu'un dans le comité de direction, à lui faire rencontrer d'autres membres du comité de direction, même si les jobs n'ont rien à voir. Hein. Par exemple, un directeur commercial a pu rencontrer un directeur financier, etc. De façon aussi à créer cette communauté, voir s'il y avait une affinité, personnages très différents. Et puis on arrive aujourd'hui à avoir ces 40%, peut-être même plus. Ça se fait assez naturellement. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cette volonté d'avoir une équipe diverse. Alors après, on peut suivre aussi quand même des indicateurs. Moi, je pense que c'est très intéressant de voir parmi la population cadre, la part d'hommes et de femmes. Chez Veuve Clicquot, il y a 55% des cadres qui sont des femmes et les hommes sont 45%. L'histoire des salaires, et en fait, je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, comme le disait Delphine tout à l'heure, qui n'était pas par rapport à des postes égaux ou équivalents, mais par rapport à des métiers. Le fait qu'on va dans des métiers ou dans des directions très éloignées les unes des autres, qui sont à mon avis des choses qu'on devrait mettre plus en avant, et en particulier au sein des écoles. Mais après, le salaire, chez Veuve Clicquot, il y a 2% d'écart entre les hommes et les femmes à poste sur l'intégralité de la population. Donc 2%, c'est pas normal. C'est pas si mal par rapport à ce que j'entends ici ou là, mais ça, il faut le suivre. Donc je pense qu'il n'y a pas des quotas, mais il y a quand même des KPI qu'il faut savoir mettre en place. Et puis après, pour l'histoire du comité de direction, c'est vrai que chaque fois que je parlais, alors on me disait toujours pourquoi c'est pas une femme qui dit alors Veuve Clicquot, je dis excusez-moi, c'est pas une femme, c'est un homme. D'ailleurs, on reconnaît maintenant même au prix de la femme d'affaires les hommes qui font beaucoup pour les femmes. On a un bold champion l'année dernière qui était Gérald Carsanti, le patron de SAP, qui est un homme absolument formidable et qui agit pour justement les hommes et les femmes au sein de l'entreprise. Et en ce qui concerne mon CODIR, ce que j'ai surtout voulu avoir, c'est chaque fois que je considérais des candidats, je voulais être sûr, par contre, d'avoir autant que possible de la diversité au sens large, mais en tout cas sûrement des hommes et des femmes. Et là, on en arrive quand même à ces fameux métiers, parce que j'entends parler de marketing égale femme. Je peux vous dire que quand j'ai dit à mon DRH et au chasseur de tête, André Less, que je cherchais une femme directeur industriel, qu'est-ce que j'ai pas dit? Trouver aujourd'hui en France des femmes pour être directeur industriel, c'est très difficile. Je ne vais pas dire mission impossible, mais très difficile. Je pense qu'on a quand même un vrai souci d'un certain nombre de métiers qui ne sont pas suffisamment représentés avec, pas forcément des quotas, mais plus de femmes que d'hommes. Et on touche là un sujet qui sont les écoles d'ingénieurs, qui ont, je crois, 15% de leurs effectifs qui sont des femmes. 20%. Bon, on progresse. Et qui sont les personnes qui font le coding de demain. Donc, en fait, ce sont des hommes qui sont en train de créer le monde de demain et qui donc risquent d'être un monde encore plus pour les hommes. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est quand on a le choix à avoir, après on prend
le meilleur candidat, que ce soit un homme ou une femme. Et le fait d'être 5-3 ou 4-4, pour moi, ce n'est pas un souci. C'est pour ça que la notion de quota n'est pas le juge de paix. Le juge de paix, c'est d'avoir devant soi des choix de candidats, soit internes, soit externes, qui représentent, encore une fois, la société civile, par la diversité, par le fait que ce sont des hommes et des femmes, et ça, c'est fondamental pour moi. Et c'est d'être créatif dans le recrutement, pardon, vous disiez, c'est d'être créatif dans le recrutement, c'est-à-dire d'être capable aussi, vous disiez, de ne pas recruter quelqu'un qui me ressemble, etc. Peut-être de proposer à une femme qui n'a jamais été patronne de pays de le devenir, alors que elle n'est pas forcément, elle ne remplit pas toutes les cases pour le devenir. Je vous ai raconté l'histoire de mon ancienne directrice marketing. Je me suis battu pendant 2 ans pour convaincre l'ensemble des équipes qu'elle pouvait être une très bonne patronne de pays. Elle dirige aujourd'hui Moët Hennessy en Belgique et elle est absolument formidable parce que le syndrome, entre guillemets, de la femme directrice marketing de la quarantaine, qu'est-ce qu'elle fait après? Et on a des talents en France incroyables qui ont cette capacité de se projeter pour des postes formidables. Alors, c'est tout à fait le cas. Et quand on regarde d'ailleurs, quel que soit le pourcentage dans les CODIR, il faut aller au-delà des chiffres et regarder quels sont ces postes. Là, on trouve les femmes aujourd'hui, c'est majoritairement dans les postes fonctionnels. On ne trouve pas les femmes patronnes de BU, patronnes de pays, directrices industrielles ou directrices de la R&D. Elles sont vraiment minoritaires. Et en fait, si on veut que ça continue à progresser, il faudra forcément oser dans les nominations. Parce qu'on ne peut, si on fait des nominations like for like, où on prend un patron de pays petit qui devient patron d'un pays plus gros et ainsi de suite, on ne va pas résoudre le problème. Il faut faire des choses comme ce que Jean-Marc a fait. C'est-à-dire faire un pari sur quelqu'un qui est un talent, qui a peut-être choisi une voie avec à l'époque plus ou moins un plan de carrière, parce que ça c'est l'autre sujet, c'est qu'en fait les femmes font moins leur plan de carrière et définissent moins leur ambition sur le long terme, elles sont plus sur des domaines de réflexion plus court terme, ce qui fait que parfois elles ne se positionnent pas. Et ce sujet du positionnement et de la visibilité est clé. Chez Legrand par exemple, il n'y a pas de quota. En revanche, il y a une règle qui est absolument universelle dans l'entreprise, c'est que pour toute nomination, quelle qu'elle soit, il faut avoir des listes de candidats mixtes et il faut identifier toujours the best woman for the job. Ce qui ne veut pas dire que ce sera le candidat qui, in fine, aura la position. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, le dirigeant qui est en train de prendre une décision se dit, si cela devait être une femme, qui serait-elle ? Et rien que ça a permis de faire émerger énormément de profils qui autrement ne seraient pas sur la table parce qu'en fait, ils sont encore dans des niveaux de responsabilité qui sont juste en dessous du radar. Et on est obligé de forcer un peu le radar si on veut accélérer les choses. Donc, il y a des alternatives au quota avec de la volonté, avec de la créativité et avec aussi des dirigeants convaincus, comme ceux qui sont aujourd'hui ici, parce que cette partie-là des choses est vraiment importante. Aussi, si à la tête, vous avez quelqu'un qui n'y croit pas, qui n'a pas cette notion de diversité totalement intégrée dans son ADN, ça ne se passera pas. On peut mettre toutes les mécaniques que l'on veut autour du sujet, parce que ce changement-là, il ne peut pas se décréter. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Là, vous avez évoqué un outil très intéressant, celui qui est en œuvre chez Legrand. Jean-Marc Gallo, vous avez parlé de la notion quand même d'indicateur, hein, même si on n'est pas de quota. Et puis, Andrés Garcia-Poveda, vous avez parlé de ces dimensions d'oser. Delphine Manceau, dans votre carrière, à un moment, vous avez osé, vous avez pris un risque parce que justement, quelque part, vous étiez confronté à un plafond de verre d'une certaine façon. En tout cas, vous étiez arrivé au plus haut où vous pouviez être dans l'organisation dans laquelle vous étiez, et vous avez pris un risque. Racontez-nous un peu, parce que c'est intéressant, ça montre comment le pas de côté, ensuite, vous a permis finalement d'accéder au poste auquel vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est vrai que moi, j'ai eu une carrière linéaire, pas classique, parce que ce n'est pas si fréquent, mais j'ai passé 18 ans à l'ESCP, j'ai commencé comme professeur, j'ai pris la direction du programme Grande École, puis de tous les programmes, puis bon, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais c'est vrai qu'au bout de 18 ans, je me suis dit, bon, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Et elle n'était pas du tout évidente dans l'institution. Et je me suis dit, voilà, c'est vrai que je me suis dit, il faut oser, j'ai envie d'avoir une direction générale d'école, j'ai fait beaucoup de choses.
Sauf que j'avais des contraintes, hein, notamment géographiques. Enfin, voilà, je cherchais un poste à Paris parce que j'avais des contraintes familiales et j'avais eu des propositions ailleurs, mais je n'étais pas allée. Donc voilà, et il y a eu un déclenchement et j'ai choisi de partir dans une école beaucoup plus petite, beaucoup moins réputée, mais dont j'ai aimé l'esprit. Hein. European Business School, c'est une école très entrepreneuriale qui a été créée en 67 sur un projet européen. Donc à l'époque, c'était complètement visionnaire, voilà, créé par une personne qui a cru au projet. Et donc moi, en gros, à ce moment-là, on m'a dit, il faut relancer le concept. Vraiment, il y a quelque chose à réinventer. Dans mon entourage, c'est vrai que quand vous êtes à l'ESCP depuis 18 ans, tous vos collègues vous disent « mais tu es complètement folle, vraiment, qu'est-ce que tu vas aller faire là, c'est tout petit et tout ça ». Mais moi, je dis c'est pas grave, je prends le risque, ça m'amuse. Moi, j'ai un moteur, j'ai jamais fait de plan de carrière, mais j'ai toujours eu comme logique de me dire « est-ce que je vais m'amuser dans mon job ?» Et j'ai changé de job quand je m'amusais plus. Alors, je sais pas si c'est un bon moteur, mais en tout cas, ça a marché pour moi. La preuve, c'est que c'était un très bon. Et donc, je suis partie à l'EBS. Donc, effectivement, c'était un pas de côté, c'était inattendu. Et aussi, ça a montré à des futurs employeurs, en l'occurrence à Neoma, mais ça a montré que j'étais capable de changer d'environnement. Parce que je ne suis pas sûre qu'on m'aurait proposé la direction générale de Neoma si je n'avais pas fait ce pas de côté. Parce que j'imagine, enfin voilà, je ne suis pas chasseur de tête, mais j'imagine qu'on se serait dit, bon, elle a passé toute sa carrière dans la même école, elle n'est pas adaptable. Alors que là, j'ai tellement été à l'autre extrême que quand, au bout de 18 mois, j'y suis finalement restée peu de temps. Je n'ai pas été au bout de l'aventure entrepreneuriale, mais bon, Neoma était une si belle opportunité que j'ai eu un coup de cœur. Mais sans cette prise de risque, je pense que c'est aussi ça. Le message, c'est aussi parfois, alors c'est très instinctif, mais de se dire, je prends le risque, j'essaye autre chose. Et ça suppose aussi, et ce n'est pas forcément la première qualité des femmes, d'avoir à un moment suffisamment confiance en soi, dans son entourage, dans le soutien qu'on aura, en se disant c'est pas grave, même si je me plante, je rebondirai, donc j'assume le risque en conséquence. Donc, la prise de risque, très important, et la mise en valeur de cette prise de risque, ce que vous faites, Jean-Marc Gallo, avec le prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires, rebaptisé Bold Woman Award, voilà, le prix de l'audace. Donc là, on est aussi dans un outil qui fonctionne, la mise en visibilité. Vous l'évoquiez aussi avec le baromètre sur l'entrepreneuriat. Quels autres outils, selon vous, peuvent fonctionner, ou quels outils peuvent paraître tentants, mais ne fonctionnent pas pour améliorer l'égalité? Alors, on a entendu que les quotas, par exemple, pas forcément, mais dans ce que vous avez pu éprouver dans vos entreprises respectives. Jean-Baptiste Santoul. Pour rebondir sur la prise de risque déjà, je pense que c'est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes. C'est ce qui fait une carrière. Généralement. Hein. Donc, oui, c'est ce que je recommande à tous mes collaborateurs, collaboratrices. Je veux dire, c'est prenez des risques mesurés, faites pas n'importe quoi non plus, mais il faut prendre des risques. Et ça, c'est vital. Et je pense que ça fait partie de l'éducation qu'on doit tous avoir. Et c'est comme ça qu'on aura de la diversité aussi. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas favorable au quota, comme je l'ai dit. Par contre, l'indice parité homme-femme, c'est un truc super. L'indice égalité professionnelle. C'est simple, ça sort tous les ans, ça permet d'avoir une transparence et de savoir où on en est. On n'est pas bon, on s'améliore. On est bon, on a envie de devenir meilleur, parfait. Et ça, c'est très bien, parce que c'est une transparence. Et je pense que la transparence, c'est la solution aussi. Donc, ce n'est pas une contrainte de plus pour les entreprises, cet indice d'égalité pro, c'est plutôt un outil de progrès. C'est un outil de pilotage. C'est pour une fois un truc qui nous aide et qui permet de savoir où on en est. Il n'y a plus de discussion, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est clair, c'est propre, tout le monde le calcule de la même façon. C'est très, très bien. Jean-Marc Gallo, votre avis sur l'indice égalité pro, c'est à peu près le même? Parfait, d'ailleurs, je le regarde et je l'attends avec impatience chaque année. Et on n'est jamais parfait. Il y a des pistes d'amélioration. Il faut savoir
remettre le travail sur établi parce que c'est un processus sans fin. Pour ce qui ne fonctionne pas, je pense qu'en France, la notion de parentalité ne fonctionne pas dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous demandiez quel type de père j'étais. Je vous demandais si le fait d'être devenu papa vous avez amené à des choix de carrière, comme par exemple André Less a dû en faire. Mais pour avoir récemment échangé avec un jeune homme très, très intéressant qui a créé un blog qui s'appelle Papa Poule et qui a plus de 30 000 personnes maintenant qui le suivent et qui a largement contribué à l'allongement du congé paternité auprès de M. Macron, je le crois. Je pense quand même qu'on a ce rapport à la parentalité dans l'entreprise en France, quand on regarde en particulier nos voisins d'Europe du Nord, où il faut vraiment faire un changement majeur. J'ai toujours cru que les horaires où il fallait sortir tard le soir comme indice de performance était totalement faux. Je n'ai jamais fini très tard le soir. Et je pense que de reprocher à un collaborateur qui a parfaitement fait son travail ou qui va s'y remettre le soir dans un monde qui est digital parce qu'il va un jour sur deux s'occuper de ses enfants à la sortie de la crèche ou autre, et qu'il peut être encore aujourd'hui montré du doigt dans les entreprises françaises comme étant quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, à qui on ne donnera pas forcément les opportunités pour le futur, je pense que c'est une erreur et je pense que c'est un vrai sujet qu'on doit travailler de manière beaucoup plus forte dans les entreprises. Alors, moi, je fais partie d'un grand groupe, donc on y réfléchit à plusieurs, on ne peut pas forcément prendre des initiatives trop fortes tout de suite, mais je sais qu'on y réfléchit au sein d'LVMH, comme j'étais avec quelqu'un de L'Oréal l'autre jour. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire sur la parentalité. Alors, Jean-Baptiste Santoul, chez Ferrero, on y a réfléchi parce que là, vous avez mis en place des outils par rapport à la parentalité. Oui. Alors, il n'y a pas le congé pour les pères, mais par contre, oui, on a une crèche intégrée depuis déjà très longtemps. On a également une structure qui nous permet d'accueillir les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires. Donc c'est vrai que le mercredi, bon, pas en ce moment à cause du Covid malheureusement, mais le mercredi, ça grouille d'enfants à la cantine, les parents déjeunent avec les enfants, etc. Et c'est très sympa. Ça permet aussi de dédramatiser la parentalité. Ça fait partie de la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on continue sa carrière avec ses enfants. Moi, je sais que, par exemple, je connais les enfants de mon assistante parce qu'ils viennent le mercredi et c'est très sympa. Enfin, ça fait partie des choses qu'on fait, oui. André Less, sur la question de la parité, de la parentalité, pardon, et de la façon dont on intègre ça finalement dans la vie du salarié, qu'il soit homme ou femme. Je ne peux pas être plus d'accord. Je pense que l'année qu'on vient tous de passer, où en fait l'espace dans lequel on était un espace qui était à la fois notre espace de travail, notre espace familial. Alors Ilan n'est pas dans son lit, il est sur sa banquette, mais on a tous travaillé de nos banquettes, de nos canapés, de nos lits, et parfois même l'espace était très réduit. Moi, j'avais des collaborateurs que j'ai vu faire des vidéos depuis leur salle de bain parce qu'en fait il y avait trop de monde autour qui faisait du bruit. Donc je pense que ces frontières en fait entre la vie professionnelle, la vie personnelle, entre qui on est à la vie et à la scène, sont maintenant complètement chamboulées. Et pour le meilleur, parce que quand on parle d'inclusion, l'inclusion, finalement, qu'est-ce que c'est l'inclusion? C'est de pouvoir se présenter chaque jour dans le lieu où on travaille, comme on est, qui on est, avec tout ce qu'on a comme bagage, comme individu, comme personne humaine complète. Et donc, on a des hobbies, on a des goûts, on a des croyances, on a des enfants, on a des conjoints. Et ça, c'est loin d'être une entrave ou un problème pour la partie professionnelle. C'est au contraire une source incroyable de richesse, de bonheur. Enfin, les jeunes qui sortent maintenant de l'école sont très clairs sur ce dont ils ont envie. Et je me tourne vers Delphine, qui les connaît beaucoup mieux que moi. Ils n'ont pas envie de devoir se tortiller et devenir quelqu'un d'autre pendant 8 heures par jour. Ils ont envie d'endroits qui les reconnaissent comme ils sont. Ils ont envie d'équilibre dans leur vie. Ils ont envie d'apprentissage. Ils ont envie de sens, énormément. Et donc, tout ça, ce sont des facettes de nos vies qui contribuent à avoir le sens dans une vie. Donc, on peut pas, moi, je ne crois pas du tout à ces frontières-là. Donc, oui, intégrer la parentalité ou cette notion comme quelque chose de naturel et pas comme quelque chose qui va faire qu'un collaborateur va être
moins performant qu'un autre. Personnellement, mes enfants sont une source incroyable d'apprentissage tous les jours. Si je prends des sujets comme la ESG, qui sont aujourd'hui au cœur de ce que je fais au quotidien et de ce que j'ai envie de porter chez le grand, moi, la première fois que j'ai parlé sérieusement de changement climatique, c'était avec mon fils aîné, qui connaît absolument énormément de choses sur la question parce qu'il y est sensible et il y a été sensible à tous ces sujets-là bien avant que je le sois. Donc, ça prouve bien que c'est aussi la famille, c'est aussi un endroit où on se nourrit, où on apprend, où on grandit. Donc, non aux frontières et non aux silos, y compris sur ce sujet. Delphine Manceau. Oui, moi je voulais revenir sur 2 points. Le premier, c'est ce que disait André Lesse sur les jeunes générations. Je pense qu'en fait, elles vont avoir un impact très positif sur les entreprises parce qu'effectivement, les jeunes aujourd'hui, il y a des compromis peut-être sur leur vie personnelle, familiale, qui ont peut-être été acceptés parfois par des générations antérieures qu'ils refusent de faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont très challengées. Moi, je vois des entreprises qui viennent me voir en disant mais on voudrait recruter des étudiants de Neoma, mais et en fait, ils n'ont pas envie de venir chez nous. On n'a pas une bonne image sur nos horaires de travail, sur la manière dont sont organisées les carrières. Et donc, je pense que ça met la pression, c'est compliqué, mais je pense que ça va être assez positif. Alors là, on a des dirigeants très, très éclairés sur ces sujets autour, mais on sait bien que ce n'est pas partout le cas. Et donc ça, je pense que c'est un effet tout comme il y a un effet très positif des jeunes générations sur le changement climatique, je pense que sur les sujets de genre et de diversité, et au sens large, il est déjà et il va être très positif. Le deuxième point, tout à l'heure, votre question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Moi, je pense vraiment qu'un point, alors c'est très banal, mais il faut quand même le dire parce que c'est banal, mais c'est vrai, incarner, on le disait tout à l'heure, des femmes qui réussissent, les rendre beaucoup plus visibles, les systèmes de mentorat dans les entreprises où une jeune recrutée a une mentor femme. Enfin, moi, le nombre de fois où les étudiantes m'interpellent, me disent « mais alors vous dirigez l'école, il n'y en a pas tant que ça, mais vous avez des enfants, est-ce que ça a été possible ?» Je dis « bah oui, j'ai des enfants. » Bon, je leur raconte un peu ma vie, mais je pense que c'est vraiment important d'institutionnaliser ces systèmes de mentorat pour les jeunes, pour leur montrer que, voilà, que parfois ils ou elles ont en tête un peu des stéréotypes sur des femmes qui réussissent, qui ne sont pas du tout la réalité. Et il faut vraiment créer des liens plus personnels pour aborder justement tous les aspects des personnes, à la fois personnels et professionnels, et pour que les jeunes femmes aient confiance en elles et dans leur capacité à faire de très belles carrières. Et c'est la confiance dans sa capacité qui génère aussi l'envie, parce que quand on pense qu'on ne va pas y arriver, du coup, on n'a pas envie et on n'ose pas. Et donc, on ose si on pense que ça va être possible. Merci Delphine Manceau, vous avez devancé donc mais c'est très bien le tour de table pour conclure cette table ronde qui était de me donner en une phrase une action prioritaire et concrète pour faire progresser l'égalité professionnelle. Donc je retiens que l'idée du mentorat serait probablement cette action pour vous prioritaire. Jean-Marc Gallo. Alors écoutez, ça fait écho exactement à ce que viennent de dire André Lesse et Delphine. C'est en fait la plus jeune génération qui va nous montrer la voie. Et donc, je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire. Mais là, je suis en train de mettre en place le fameux shadow cabinet ou shadow board, où il y a des jeunes qui vont travailler sur un grand nombre de sujets spécifiques et où nous, Codir, on a décidé de les écouter. Donc, je pense que c'est en écoutant des jeunes qui ont ce sens, cette recherche de sens dont parlait André Lesse, qu'on a énormément à apprendre. Juste une anecdote, quelqu'un l'autre jour m'a dit, en fait, la génération de nos enfants, c'est pour la première fois dans l'histoire, avant, les enfants demandaient à leurs parents des conseils pour faire certaines choses, et on a basculé, maintenant, c'est les parents qui demandent à leurs enfants, alors c'est vrai pour la technologie et autres, les conseils pour certaines choses à faire dans la vie courante. Et ben, je crois qu'en fait, il faudrait plus écouter les jeunes. Jean-Baptiste Santoul, une action concrète et prioritaire, ça serait laquelle pour vous ? C'est un challenge après vous. Le mentorat, oui, c'est évident. Et j'ai parlé d'éducation tout à l'heure. Il faut absolument, et pourquoi pas démarrer avec ça à Neoma, un cours sur ce qu'est la diversité et comment elle se vit. Et moi, je veux bien y contribuer. Voilà, ce sera ma pierre à l'édifice.
Andrés Garcia Poveda, une action Alors, moi, j'ai envie de prioritaire parler d'une petite action qui, à mon avis, peut avoir beaucoup de conséquences et qui n'est pas de moi, mais de Christine Lagarde. Et que je trouve un geste absolument fantastique. Christine Lagarde raconte qu'on l'interroge beaucoup sur des postes ou des éventuels candidats pour différentes choses, et qu'elle garde toujours dans sa poche une liste de femmes, mais qu'on pourrait étendre à une liste de profils divers dans toutes les formes de diversité, qui est toujours prête lorsqu'on nous interroge. Et je trouve que ça, c'est un geste vraiment efficace parce qu'en fait, on revient à la question du réseau, on revient à la question de la visibilité, on revient à la question de donner des chances, pouvoir promouvoir des profils divers lorsqu'on est interrogé pour quelque chose pour laquelle on n'est pas prêt à y aller ou quand on est invité à une table ronde et qu'on ne peut pas participer ce jour-là, donner immédiatement 2 ou 3 noms de personnes qui peuvent faire qu'on contribue à la cause, c'est quelque chose qui est à la portée de tous et que je vous invite à démarrer dès demain. Moi, j'ai commencé déjà depuis 15 jours, puisque j'ai lu le post de Christine Lagarde. Je trouve ça formidable. Merci, Andrés Garcia Poveda. Ilan Benaïm, vous êtes toujours avec nous depuis votre banquette dans votre campagne. Alors vous, ça serait quoi votre action prioritaire et concrète pour faire progresser l'égalité professionnelle ? S'il n'y en avait qu'une à retenir. Et après, vous nous direz un peu votre réaction à tout ce qu'on a échangé. Moi, je crois énormément, comme Delphine, au rôle positif des modèles. Et aujourd'hui, je pense qu'on devrait faire un travail immédiatement de reconnaissance et d'identification de ces rôles modèles qui ne sont pas connus, qui existent, qui ne sont pas connus, qui ont des carrières magnifiques et qu'on ne reconnaît pas assez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur les 75 000 qu'on a, on a un travail à faire là-dessus pour les reconnaître et les montrer, et leur dire merci. Et quand on dit merci à quelqu'un, eh ben, c'est là que le give back peut se mettre en place. Donc, moi, je pense que c'est une des grosses actions qu'on peut faire et d'identifier et de remercier, de reconnaître les modèles qui existent parce qu'il y en a. Et qu'est-ce qui ne marche pas selon vous? Parce qu'on a évoqué ce qui ne marchait pas. Moi, j'ai bien aimé quand on a dit qu'en fait, les écarts salariales, c'est souvent lié à des choix de métier. Et donc, c'est que des fois, souvent, quand j'ai des discussions avec des femmes qui ont des carrières brillantes, elles me racontent toujours qu'elles ont eu dans leur carrière un espèce de sentiment d'imposture que les hommes n'ont pas. Mais qu'elles ont toujours ressenti, elles ont toujours eu ce problème de confiance en elles, et c'est pour ça qu'elles vont rechercher ce mentoring, où moi je préfère parler de sponsors, de gens qui vont parler pour les promouvoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les transformations de la société qu'on peut faire dans nos entreprises, qu'elles soient des PME ou des grands groupes, ça passe par le board. D'accord ? C'est-à-dire que si le board n'est pas diversifié, vous n'aurez pas une entreprise diversifiée. Donc, il faut toujours commencer par la tête. Et effectivement, moi, je suis contre les quotas pour des raisons, alors que ça marche plutôt bien aux États-Unis, mais quelque part, ça a permis de faire émerger des rôles modèles dans ces entreprises. Et finalement, c'est une formidable chose. Merci beaucoup. Nous commençons à avoir pas mal de questions des nombreux internautes qui suivent la table ronde. Petit aparté, moi par exemple, Delphine, en l'écoutant tout à l'heure, je pense que ça aurait été une formidable entrepreneuse à 24 ans. Elle aurait dû monter sa boîte. Il n'est jamais trop tard pour monter sa boîte. Non, on a un besoin chez Neoma. Alors, Aline Crépin, qui est directrice innovation sociale dans le groupe Randstad France, nous demande et vous demande comment embarquer les TPE-PME dans une démarche pour l'égalité femmes-hommes. Quel rôle les grands groupes peuvent-ils jouer pour accompagner les plus petites entreprises dans cette démarche ? Qui veut répondre sur le sujet ? Pas facile. Pas facile. Oui, pas facile comme question. Je dirais que il y a déjà quelque chose de clair, c'est que si les grands groupes constituent parfois des académies où le talent se forme et s'irrigue dans le reste de l'économie, si les grands groupes sont en avance sur ces sujets-là, ils pourront en fait produire des talents qui iront
en fait, et semer ces sujets dans les PME. Les PME ont quand même beaucoup de liberté aussi de décision, parce que parfois dans les grands groupes, on peut moins essayer des choses. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que les grands groupes résolvent tous les problèmes du tissu économique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que les PME peuvent essayer, peuvent piloter, peuvent trouver, qui peuvent être au contraire apprises par les grands groupes, mais le nombre de personnes est plus réduit. Donc forcément, ça pose une contrainte de nombre. Donc, je dirais que les grands groupes peuvent fournir du talent et peuvent aussi, quand ils travaillent avec des PME comme fournisseurs, les challenger en leur disant, voilà, nous on a des chartes, on a des objectifs, on veut mesurer notre impact sur tout l'écosystème et donc on va privilégier les entreprises qui font des efforts sur ces sujets-là, comme sur d'autres sujets, comme l'environnement ou d'autres sujets sociaux. J'ajouterais juste qu'il peut y avoir cette logique de partage, de communiquer sur ce qu'on fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Cette notion, on parle de l'open data, mais on parle aussi des initiatives qui ont été prises sur les bouteilles d'eau recyclables qui ont été partagées par des grands groupes qui avaient fait des progrès. Moi, je pense beaucoup à une générosité, à une transparence sur des best practices, là où on a tendance encore un peu à garder pour soi en pensant que ça fait un avantage concurrentiel. Je pense que sur ces sujets-là, ça n'est pas un avantage concurrentiel, mais c'est vertueux que de le partager plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Florence Trouche, qui est business director chez Facebook, nous demande s'il y a une spécificité française dans la gestion de la diversité en entreprise et comment les influences culturelles impactent finalement l'approche du top management et de la mixité femmes-hommes. Alors, on a de la chance parce qu'on a une table ronde, vous avez tous des expériences internationales ou presque. Donc, effectivement, ces dimensions culturelles, vous qui avez dirigé, par exemple, Jean-Baptiste Santoul, des entreprises dans différents pays d'Europe et du Maghreb. Comment est-ce que vous voyez une spécificité française et un atout peut-être français dans ce domaine ? Je pense qu'on a un atout naturel. On est un pays plein de diversité déjà. On a des populations qui viennent de partout en Europe, depuis déjà des siècles. Je crois que c'est déjà quelque chose qui est très profondément inscrit dans la société française, culturellement. Je sais pas, enfin, il y a des choses évidentes. L'autre jour, on me rappelait, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Enfin, c'est pas un plat historiquement. C'est pas un plat historiquement, voilà. Et c'est une réalité. Enfin, donc on est culturellement, il y a de la diversité. C'est quelque chose qui est là. Et c'est vrai que moi j'ai travaillé donc dans plusieurs pays, etc. Et égalité homme-femme professionnelle, on peut être surpris. Je peux vous dire qu'en Tunisie, les femmes ont dans les entreprises un poids qui est probablement plus fort que dans d'autres pays d'Europe, comme l'Allemagne, par exemple, où rien n'est fait, en tout cas il y a encore quelques années, pour leur faciliter la vie, dès qu'elles ont un enfant. La diversité, c'est pas forcément là où on pense qu'elle est. C'est... Delphine Manceau ? Oui, non, je voulais rebondir là-dessus parce que n'oublions pas, voilà, on aime bien le French bashing en France, mais on est quand même un des pays où le taux d'emploi des femmes est le plus élevé au monde. Parce qu'on a des systèmes de garde, parce que... après, il y a plein de sujets ensuite dans l'accès aux responsabilités, et on en parle depuis tout à l'heure, mais je voudrais dire qu'on est quand même un pays où les femmes travaillent. Et ce n'est pas si fréquent, surtout à des postes de cadre. Dans d'autres pays européens, on parlait de l'Allemagne, on parlait de l'Angleterre, il y a beaucoup de pays où beaucoup de femmes démarrent des très belles carrières et à un moment doivent choisir entre avoir des enfants et avoir le temps de s'en occuper et poursuivre leur carrière. Et en France, j'ai le sentiment que c'est moins le cas et je compare simplement à l'Europe ou aux États-Unis, par exemple. Alors justement, en parlant de l'accès aux responsabilités, avez-vous des conseils spécifiques à donner aux femmes qui veulent justement accéder à des postes dans les comités exécutifs, comités directeurs, voire même au poste de CEO ? Ilan Benaïm. Non, en fait, oui, d'abord leur dire que c'est possible, leur dire que c'est arrivé déjà, que c'est pas très risqué de le faire, mais c'est surtout qu'il faut avoir une attitude.
de se constituer un réseau et d'aller chercher ces fameux sponsors qui vont vous promouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Les hommes le font naturellement depuis toujours. On ne promeut pas des gens, on promet que des gens qui ont été visibles, qui sont fait découvrir et qui ont cherché à être découverts. Et souvent, c'est un peu ce que je remarque, c'est que peut-être que les femmes attendent qu'on vienne les chercher alors que les hommes vont venir toquer à la porte et demander une augmentation. C'est peut-être là qu'il y a quelque chose à bouger. Je ne sais pas d'où ça vient, je suis pas psy non plus, mais souvent je remarque ça. Donc, ce qu'il faut, c'est identifier. Lever la main, moi j'allais répondre, lever la main. Il faut y aller. Il faut lever la main. Et n'attendez pas d'être à 150% prête. Exactement. Parce que on revient à cette notion de risque, en fait. Et si nous-mêmes, on ne croit pas en nous et on n'est pas prêt à nous donner la chance, y compris la chance de nous tromper, il ne faut pas qu'on attende des autres qu'ils le fassent à notre place. Donc, c'est cette notion de « j'y vais ». Il me manque peut-être un petit peu, mais je vais quand même tenter. Parce que ce que je ne sais pas faire, je vais l'apprendre. Et j'assume pleinement mes imperfections. Et donc, je me lance. Cette capacité à le faire, je pense, fait beaucoup, beaucoup la différence. Et chez les hommes, je sens moins de doute à ces moments-là. Alors, on ne peut pas généraliser. Quand on généralise, on se trompe. Mais lorsque j'ai appelé des candidats pour des postes, très souvent, lorsque c'était des femmes, j'ai eu cette question. Est-ce que vous pensez que j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour ce poste-là? Je l'ai moins eu de la part d'hommes. Messieurs, les femmes que vous avez nommées dans vos comités de direction, elles avaient levé la main ou vous êtes allés les chercher? Moi, en l'occurrence, mes expériences sont plutôt… j'ai été les chercher avec le côté surprise et imprévu, et puis aussi un peu provocation par rapport à l'environnement. Mon actuelle directrice financière, je l'ai nommée il y a 3 ans alors qu'elle était au milieu de son congé maternité. Donc, je l'ai nommée et elle allait revenir 2 mois après. Et là, elle vient d'avoir un autre enfant. Et j'ai pris la décision, parce qu'on est une structure un peu plus grande, parce qu'on m'a rétorqué ça comme argument, en fait, de ne pas la remplacer pendant son absence, de donner plus de visibilité aux petits jeunes, entre guillemets, qui étaient en dessous, et puis de justement lui donner l'impression que pendant son congé maternité, elle n'est pas remplacée parce qu'on a besoin d'elle et qu'elle fait juste une pause dans sa vie professionnelle qu'on respecte. Donc, moi, je crois beaucoup quand même à cette notion de leadership. C'est les dirigeants. Vous parliez, Yann, des boards qui doivent être irréprochables, mais je pense que ça passe quand même par le rôle du leader qui doit là aussi s'engager. Donc, pas forcément, il faut savoir aller détecter ces femmes qui n'osent pas forcément, mais qui ont un tel talent que c'est vraiment très dommage de s'en priver. Jean-Baptiste. Moi, j'ai une attention toute particulière au N-1 de mon comité de direction. Et effectivement, je réalise, pendant qu'on parle, ça m'aide aussi tout ça. Je réalise que sans quota, je fais quand même très très attention à ce qui est toujours des hommes, des femmes, que ce soit vraiment multiple. Et je pousse de temps en temps pour dire à l'un de mes membres des COMEX, t'es sûr que là… on peut pas la pousser un peu pour qu'elle grandisse plus vite. Et c'est vrai que les N-1, c'est probablement la solution de demain. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est ceux qui vont nous remplacer. Donc, il faut pas regarder que le COMEX, il faut regarder en dessous. Delphine Manceau, il faut apprendre à vos étudiantes à lever la main. Est-ce que Jean-Baptiste Santoul parlait d'un cours sur la diversité, mais est-ce qu'il faut un cours pour apprendre à lever la main ou pour apprendre à oser y aller, même si on n'est pas prête à 100%? En fait, c'est un peu paradoxal parce que les étudiantes, si on leur parle de ces sujets, elles ne comprennent pas. Parce qu'encore une fois, elles, dans le système scolaire qu'elles ont vécu, il n'y a jamais eu de sujet. Elles ont progressé, elles ont réussi les concours puisqu'elles sont à Neoma. Et donc, c'est d'ailleurs très frappant parce que vous comparez sur ces sujets, vous organisez un échange avec les étudiants du programme Grande École ou avec des étudiants 15 ans après en exécutive MBA, c'est pas du tout les mêmes échanges. Mais la difficulté qu'on a, nous, sur ces sujets-là, c'est que les étudiantes nous disent « mais il n'y a aucun sujet, j'ai jamais eu de problème, j'ai
toujours été dans des classes mixtes et le meilleur gagnait et c'était pas une question. Et quand on leur dit oui, mais vous savez, l'expérience montre que à la sortie les salaires sont pas les mêmes, que les choix de métier sont pas les mêmes, et puis que 10 ans après c'est compliqué. Vous dites, oui, mais nous, ça va être différent. Et en même temps, vous n'avez pas envie d'être le rabat-joie qui dit non, mais je disais la même chose à votre âge. Enfin, voilà, c'est un peu dur comme posture. Moi, j'aime autant qu'elles pensent comme ça. Non, mais c'est ça. On n'a pas envie de leur. Mais et en même donc d'un côté, c'est positif parce qu'elles elles vont de l'avant, elles y croient, etc. Et en même temps, vous avez quand même envie de leur dire oui, mais il faudrait oser. Peut-être qu'un jour tu seras, voilà. Bon, mais vous n'avez pas envie d'être l'oiseau de mauvais augure qui, en plus, pourrait faire une prophétie négative et autoréalisatrice. Donc, tout ça pour dire que ce ne sont pas des sujets très faciles à aborder auprès des étudiants, parce que vous avez envie de les prévenir et de les mettre en garde, mais vous ne voulez pas créer des inquiétudes ou des doutes s'ils n'existent pas. Allez-y, Ilan Benaïm. Oui, si tu me permets, sur ce sujet-là, je pense qu'une des bonnes façons de les former à la prise de risque très jeunes, c'est par les incubateurs et par les lancer dans des projets entrepreneuriaux très tôt, très jeunes, pour qu'ils apprennent ce que c'est. Quand on rentre dans des structures un peu grosses, avec énormément de procédures, de process, etc., les entreprises, en fait, te demande de ne pas prendre de risques et te demande de suivre les process et tout. Quand tu montes ta boîte et que tu as 24 ans, tu fais que des erreurs tous les jours. Et quand tu es successful, c'est que tu as fait un peu plus de succès que d'erreurs, mais ça apprend surtout à avancer et à oser. Et là, si on pouvait, moi je promeux l'entrepreneuriat évidemment, mais je prenais surtout l'entrepreneuriat le plus jeune possible, le plus tôt possible, quitte à se planter. Parce que de toute façon, on peut demander à un Trélès, quelqu'un qui a échoué à monter sa startup à 28 ans, il a une expérience, une richesse extraordinaire et beaucoup de grands groupes recherchent des intrapreneurs aujourd'hui, des gens à qui on peut confier des projets. Donc moi à l'école, si je peux aider quelque part pour essayer d'avoir plus de femmes qui entreprennent des sujets, pas forcément de créer sa boîte, mais ne serait-ce que d'entreprendre, on peut leur apprendre assez facilement la culture du risque. On va prendre 2 dernières questions avant de conclure. Il y a une question sur comment embarquer les hommes quand même sur ce sujet-là. Alors là, nous, et bravo Women by Neoma, parce qu'on a embarqué 3 hommes ce soir dans la discussion, donc c'est formidable. Mais comment embarquer les hommes dans les entreprises pour éviter, vous l'évoquiez Jean-Marc Gallo, l'inquiétude, voire la frustration, etc. Comment faire comprendre aux hommes que c'est aussi dans leur intérêt ? On lève la main déjà. On lève la main et puis on essaye de ne pas traiter le sujet égalité homme-femme ou des femmes entrepreneurs ou des femmes dans l'entreprise sous un axe qui pourrait paraître, je mesure que je prends des risques en disant ça, trop féministe. Une assemblée où il n'y aurait que des femmes qui traite de ce sujet est pour moi suspecte parce qu'elle n'est encore une fois pas représentative de la vraie vie et de la société. Donc je pense qu'il faut effectivement rendre naturel des échanges qui sont des sujets liés à tout type de sujets, mais en particulier l'égalité homme-femme, avec autant d'hommes que de femmes comme on est aujourd'hui, pour en parler, parce que sinon, on crée une espèce de crainte intuitive qu'on s'engage dans une opération dont on ne connaît pas l'issue. Donc voilà, moi je pense que c'est une notion d'inclusion et encore une fois, de représenter ce qu'est la vraie vie et la société telle qu'elle est. Merci beaucoup. Et une dernière question avant de conclure. Quel rôle, évidemment, voyez-vous pour des réseaux tels que Women by Neoma Alumni? Donc, un réseau mixte, mais qui, effectivement, s'est créé sur cet enjeu de l'équilibre femmes-hommes. Quel rôle pour un réseau comme celui-là? La marraine. La marraine du réseau. Je pense que le rôle... Alors, d'abord, je ne pense pas que ce soit à nous de définir le rôle, parce que c'est à tous les membres de ce réseau de participer à la définition du rôle, déjà, au départ. Sinon, le réseau ne fonctionnera pas. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence organique dans les organisations humaines. Déjà, le premier rôle, c'est de connecter. C'est-à-dire de connecter et d'avoir une maison d'appartenance, un endroit où on sait qu'on peut parler de ces sujets, qu'on va trouver de l'information, qu'on va trouver du support, qu'on va trouver des personnes qui auront la porte, l'email, le téléphone ouvert. C'est aussi de donner de la visibilité.
c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ce travail dont parlait Ilan d'identification au sein du réseau des 70 000 plus pour mettre en exergue ces profils, pour montrer qu'il y a des rôles modèles féminins et masculins d'ailleurs, parce que quand on parle de rôle modèle, on peut aussi avoir des rôles modèles comme ce monsieur que vous avez récompensé, qui est un rôle modèle par le rôle qu'il joue en faisant progresser tous ces sujets. Donc, connecter, donner de la visibilité et aussi porter le nom de l'école et contribuer à son rayonnement, parce que tout ça, c'est un cercle assez vertueux. En fait, si on arrive à attirer des étudiants futurs qui viendront chez Neoma aussi, parce qu'ils savent que c'est un endroit où on prend en charge ces sujets-là, et c'est quelque chose qui est au cœur des objectifs de l'école, et que c'est une garantie d'avoir un endroit bienveillant et actif sur ces sujets, on contribuera aussi, in fine, à l'objectif, qui est d'avoir plus de personnes dans 10 ans qui, issues de Neoma, feront changer la vie des entreprises. Donc moi, je vois beaucoup de choses possibles. On est au tout début de l'histoire, tout est à écrire, et c'est une formidable aventure, et je remercie toute notre équipe qui est là. Vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont maintenant de l'autre côté de l'écran, mais qui sont à l'origine de tout ça. Elles vont bientôt nous rejoindre pour le mot de la fin, mais on peut rappeler qu'il y a un très bel objectif ambitieux pour Women by Neoma, c'est d'accueillir 30% d'hommes dans le réseau. Donc, messieurs, le réseau vous est ouvert. Donc, venez. Merci à tous les 5. Merci Ilan Benaïm d'avoir été avec nous en visioconférence. Merci Jean-Marc Gallo, Delphine Manceau, Jean-Baptiste Sontoul et Andrés Garcia Poveda pour votre présence et ces échanges très nourris ce soir. Et je repasse la parole à Alexia Patrinos et Adeline Lenz pour le mot de la fin. Et merci Valérie pour votre animation. Valérie. C'était un réel plaisir. Merci. Je pense que comme vous auriez aimé prolonger ce débat encore longtemps, mais pour ce soir, l'heure a sonné. En tous les cas, on a passé un moment extrêmement inspirant et enrichissant. Merci pour les commentaires sympathiques, mais aussi très encourageants pour les semaines qui vont venir. Sachez que toute l'équipe d'animation de Women by Neoma Alumni est très sensible. Et un grand merci à nos invités. C'était vraiment passionnant pour leur présence ce soir, à notre marraine qui a commencé à nous guider et à nous challenger et qui va le faire encore, j'espère, pendant de nombreuses années. À Agnès, la directrice générale de Neoma Alumni, et à toute son équipe, et un merci appuyé à Marion et Yvan qui ont fait énormément pour nous aider à monter cette table ronde. Et puis, ainsi qu'à vous, qui avez une participation vraiment active. Et si vous avez aimé cet esprit, cette ambition, que ça vous anime, que vous soyez alumni ou non, connectez-vous à nous, appelez-nous, parlons, discutons synergie, discutons événements, discutons partenariat, discutons action, puisque c'est ce que nous voulons faire. Vous avez dans l'onglet « Converser » nos coordonnées. Et si vous êtes alumni, rejoignez-nous. Intégrer le groupe Women by Neoma Alumni. On a plein de thèmes, on a plein de rôles modèles à aller chercher, on a plein de sujets à partager. Voilà, parce que ce soir n'est que le début, comme le disait Angeles. Nous avons beaucoup de rendez-vous prévus dans les semaines à venir. Le dernier lien qui vous est donné, c'est celui de l'agenda de Neoma Alumni. Vous verrez toutes les soirées qui sont proposées et qui sont très diverses. Donc, retrouvons-nous vite. Nous espérons d'ailleurs nous retrouver en présentiel le plus vite possible. En tous les cas, Alexia, l'équipe d'animation et ce plateau ici ce soir vous souhaitent une bonne fin de soirée. Merci et à bientôt. Merci.